Bonjour, je m'appelle Maxime Sauvé et dans le cadre du cours d'introduction au génie chimique, je vais faire une présentation du procédé de production d'engrais. Donc pour le plan de la présentation, on va commencer avec l'introduction, ensuite je vais vous présenter le schéma, les deux parties du schéma, et on va ensuite voir qu'est-ce qui se passe après le procédé, et on va finir avec la conclusion et les références. Alors pour commencer, il existe plusieurs différents types d'engrais qui ont chacun leur procédé de production respectif. Mais j'ai décidé de me concentrer sur les engrais à base d'urée, entre autres car c'est un des types d'engrais les plus produits au Canada. Alors pourquoi l'industrie de l'urée est importante? Bien, de juillet 2022 à juin 2023, 3844 tonnes métriques de fertilisants d'urée ont été produits au Canada. Aussi, le Canada est le troisième plus grand exportateur d'engrais au monde, et l'industrie génère plusieurs milliards de dollars annuellement, en plus de créer plusieurs milliers d'emplois. De plus, le secteur des engrais au Canada continue de grandir, presque doublant ses revenus depuis l'année passée, grâce à une demande qui grandit. De moins en moins de terres agricoles sont disponibles à cause du développement urbain. Plusieurs maisons et des complexes à logement sont construits à chaque année aux dépens des terres agricoles. Mais grâce aux engrais, on peut produire une plus grande quantité de produits agricoles avec une plus petite surface cultivable. Aussi, avec une production alimentaire qui devrait augmenter au cours des prochaines années, il est presque impossible d'envisager un futur sans engrais. Dernièrement, dans les dernières années, l'industrie des fertilisants a beaucoup diminué son empreinte écologique en diminuant ses émissions de gaz polluants. Donc maintenant, je vais vous faire la présentation du plan. Le plan que je vais vous présenter, c'est un schéma de procédé de fabrication d'engrais qui était destiné à une usine à Bécancour qui n'a jamais vu le jour. En fait, cette usine-là avait deux parties. La première, c'était pour la production de méthanol, et la deuxième, c'était pour des engrais à base d'urée. Je vais juste vous présenter la partie sur l'urée, parce que c'est là-dessus que j'ai décidé de faire ma présentation. Alors voici le schéma pour la première partie du procédé. Euh, la partie zéro, qui est le pré-traitement, en fait, c'est la désulfuration du produit au début de la production de méthanol. On ne le voit pas sur le schéma, mais j'ai quand même décidé de l'inclure parce que c'est une des étapes extrêmement importantes, parce que ça sert à enlever le soufre présent dans la conduite qui rentre dans le procédé. C'est primordial d'enlever le soufre avant qu'il rentre dans le procédé, car c'est très dangereux pour la santé et l'environnement. En plus, ça peut dommager l'équipement si le soufre entre en contact avec l'équipement. Pour la partie 1, qui est l'unité de séparation de l'air rentre dans l'unité de séparation d'air, et grâce à des adsorbeurs, l'humidité, donc le H2O gazeux, est enlevée du procédé. Ensuite, à pression moyenne et à basse température, l'oxygène est dissous dans un liquide et l'azote reste sous sa forme gazeuse. Euh, il est alors très facile de séparer les deux composantes avec un ballon de séparation. On ne le voit pas sur le schéma, mais il y a un ballon de séparation dans une unité de séparation d'air. Euh, alors l'azote gazeux sort par le haut et le liquide oxygéné, ben, lui, sort par le bas. Pour la partie 2, qui est le convertisseur d'ammoniac, l'azote gazeux qui sort de l'unité de traitement d'air est mélangé à un courant d'hydrogène qui provient d'une autre partie de l'usine. Ce courant est ensuite envoyé à un réacteur grâce à des compresseurs. Et une fois rendu au réacteur, une molécule d'azote réagit avec trois molécules d'hydrogène pour donner deux molécules d'ammoniac. La réaction est aidée par un catalyseur à base de fer qui aide la réaction à se produire plus rapidement. La partie 3, elle, c'est la partie de séparation. Euh, donc à la sortie du réacteur, les produits sont acheminés vers un ballon de réception et ensuite un ballon de détente où les parties gazeuses et les parties liquides sont séparées. Car seulement une petite partie de l'azote et de l'hydrogène est convertie en ammoniac. Donc il reste encore beaucoup de H et de N dans la conduite sortant du réacteur et on ne veut pas ça plus loin dans le procédé. Alors le H et le N qui sont restés gazeux, ils sont retirés et recirculés dans un courant en amont du réacteur. Pour finir, la partie 1, la partie 4, c'est la sortie. Donc l'ammoniac liquide en sortant du ballon de détente est envoyé à la prochaine unité qui consiste à créer l'urée. Maintenant, voici la deuxième partie du procédé. Alors pour la partie 1, qui est le réacteur d'urée et le rectificateur, l'ammoniac qui rentre dans le réacteur d'urée est mélangé à du CO2 qui provient de l'usine de méthanol dans l'autre procédé.
et les deux molécules vont former du carbamate d'ammonium qui est instable et qui va ensuite se décomposer en urée et en eau selon une réaction, de déshydratation. La réaction se produit à haute température et à forte pression. Et le carbamate d'ammonium est sous phase liquide et donne de l'urée liquide aussi. Cependant, pendant la réaction, la synthèse d'une molécule nommée le biurée peut se former dans le cas d'une réaction parasite et le carbamate d'ammonium peut aussi se décomposer en ammoniac et en dioxyde de carbone au lieu de se déshydrater. Donc l'étape de rectification sert à séparer ces composantes où l'urée continuera son chemin et le CO2 et NH3 seront retirés et recirculés vers le réacteur d'urée. Les composés sont séparés avec le processus de strippage. Ensuite, la deuxième partie est la purification et la concentration sous vide, parce que malgré le travail du rectificateur, le courant a encore besoin de traitement pour être purifié. L'étape de purification sépare l'urée du carbamate d'ammonium et le carbamate est envoyé dans une unité de recyclage. Ensuite, avec la concentration sous vide qui sert à enlever l'eau, la pureté de l'urée atteint une valeur de 96%. L'eau collectée s'en va après dans une unité de purification pour réutiliser et ou renvoyer l'eau dans l'environnement. Pour la partie 3 qui est le granulateur, l'urée est envoyée dans un lit fluidisé où les particules d'urée sont mises en suspension grâce à un gaz montant. Pour granuler un liquide, on envoie un gaz surchauffé qui sèche le liquide et le rend en granule. Ce lit est souvent incliné de quelques degrés pour faciliter la récupération des granules une fois solidifiés. Pour finir, la quatrième partie est le triage. Donc, les granules sont envoyées à un tamiseur où les particules trop grosses ou trop petites sont renvoyées dans le lit fluidisé pour un retraitement et l'urée conforme sera entreposée avant d'être envoyée au client. Ensuite, après le procédé, c'est la vente des produits aux clients et l'exportation dans plusieurs pays. Comme on peut voir, le Canada, c'est le troisième plus grand exportateur au monde, derrière la Russie et l'Ukraine. Et on peut voir aussi sur la figure 6 que le Canada produit beaucoup de céréales et les engrais aident les agriculteurs à produire autant de céréales. Pour finir, l'industrie des engrais est une industrie d'envergure qui non seulement rapporte beaucoup d'argent au Canada, mais crée aussi beaucoup d'emplois. Il existe plusieurs types d'engrais, mais on a choisi l'urée pour plusieurs raisons que j'ai citées plus tôt. On a montré un plan d'une usine potentielle à Bécancour et ce qui se passe à l'intérieur. Et on a montré que c'est un procédé assez simple, entre autres parce qu'il y a juste 2 réactions, mais qui possède quand même plusieurs opérations unitaires. Finalement, les produits sont vendus à des clients un peu partout dans le monde. Donc j'espère qu'au terme de cette présentation, vous aurez une meilleure idée de ce qu'est la production d'engrais. Et maintenant, voici mes sources. Merci.